J'espère que vous allez bien. Alors, nous on a la patate, hein. C'est la dernière conférence de la journée. On est chaud. On va parler d'un sujet qui est super intéressant. Est-ce que vous allez bien? Merci. Est-ce que vous êtes éclatés tout à l'heure lors de la visite? Ouais. Est-ce que vous savez de quoi on va parler? Bon, on va commencer alors. On va commencer tout de suite. Sur un sujet, vous allez découvrir des métiers que vous ignorez sûrement, parce que vous allez prendre conscience que toutes les réalisations industrielles, toutes les usines que vous voyez, ou les bateaux, puisqu'on va parler de navires tout à l'heure, sont potentiellement des sites à risque. À risque pour les intempéries, à risque pour la cybersécurité, ou à risque pour d'autres raisons dont on va parler. Et donc ces sites, il faut les surveiller, il faut les protéger, et vous allez rencontrer 3 personnes qui, outre le fait d'être super sympathiques et jeunes, sont passionnés. Donc nous avons avec nous Fabien Rinaldi, qui est prévisionniste hydrométéo. Nous avons Louis-Alexandre Tissot, donc chez EDF. Louis-Alexandre Tissot, qui est chargé d'affaires entraînement de données, mais qui est surtout Monsieur Drone. Monsieur Drone, chez EDF, c'est plus facile. Et Frédéric Paillard, avec un T, de chez Naval Group. Je vais laisser en premier lieu, Fabien, commencez par nous expliquer ce qu'il fait en hydrométéo. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Fabien Rinaldi. Je suis prévisionniste hydrométéo chez EDF. Donc, je vais vous présenter mon métier tout à l'heure. Tout d'abord, un petit peu sur mon parcours. Donc, je suis ingénieur, j'ai 37 ans. J'ai bossé 3 ans pour le ministère de l'Environnement, toujours dans le domaine de l'eau, de la météorologie et de l'hydrométéorologie. Et maintenant, ça fait 12 ans que je travaille chez EDF dans ce métier-là. 12 ans. On peut passer... Je vais y aller. Hop. Le public est chaud. Alors, la surveillance des installations, prévisionniste hydrométéo, tu veux la... Allez, je veux bien. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon métier, là, aujourd'hui. Et notamment, pourquoi il existe des prévisionnistes météo à EDF. Et bien, tout simplement parce que EDF, c'est une entreprise qui produit de l'électricité et la distribue. Donc on produit de l'électricité à travers différents moyens. Ça peut être des barrages, des centrales, qu'elles soient nucléaires, à gaz, etc., solaire, éolien. Et toutes ces installations, donc les installations de production ou les installations de distribution, donc les installations de distribution, ça va être les lignes électriques, eh bien, elles sont soumises aux aléas météorologiques. Ici, par exemple, vous avez un exemple d'une rivière, eh bien, tout simplement de la sécheresse, de l'étiage, à un exemple de crue. On peut atteindre, sur des phénomènes extrêmes, des hauteurs d'eau de l'ordre, dans ce cas-là, de 17 mètres. Quels sont les impacts pour EDF? Donc j'en ai parlé. Les impacts, par exemple, sur les barrages, on a un exemple d'une crue. Sur le réseau de distribution, on va s'intéresser à des tempêtes, à des phénomènes aussi de neige, comme on a sur le haut, là, donc c'est très d'actualité. C'est de la neige collante, de la neige qui va s'accrocher sur les câbles et faire tomber les lignes. Mon métier, c'est pas d'éviter ce genre de choses, puisqu'on ne peut pas. Mais par contre, mon métier, ça va être de les anticiper et de les prévoir pour qu'on puisse produire en toute sécurité. Comment on fait? Donc on va le voir tout à l'heure. On va utiliser beaucoup de données, des modèles météorologiques. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet par exemple, dans le cas de neige, de l'épisode de neige, de prévenir les gens en avance. Donc la tempête de neige actuelle qu'on a eue, on a pu prévenir des équipes en renfort qui sont venues et qui permettent de rétablir au plus vite l'électricité. C'est très d'actualité. Complètement. Voilà. Alors, rapidement, je vous présente comment on fait et comment on peut réaliser le métier. En fait, on a tout un réseau de mesures. Donc, on va mesurer tous les phénomènes qui nous importent. Ça va être le débit, c'est la grandeur dans les rivières. On va mesurer la pluie, la température. On va mesurer la neige, petite spécificité à EDF pour les barrages notamment hydrauliques. Ce qui compte, c'est la quantité d'eau dans la neige qui va fondre au printemps. Du coup, on a notre propre réseau de mesure où on va mesurer pendant tout l'hiver tout le manteau neigeux. Toutes ces données, on a un réseau donc environ 1100 stations et on les récupère toutes les heures chez nous. Ça nous permet de savoir quelle est la situation. Ensuite, on va utiliser aussi des modèles numériques de météorologie. Donc ça, c'est des modèles de Météo France qui nous donnent directement les données.
Le travail du prévisionniste, là, va être dans un futur proche, de l'ordre de quelques heures jusqu'à 14 jours, de regarder, de comprendre les modèles, d'analyser la situation. Est-ce qu'il va y avoir de la pluie? Est-ce que ça va se réchauffer? Est-ce qu'on va avoir une vague de froid, une tempête, etc. De confronter les différents modèles, de se faire une idée et ensuite de le traduire dans des prévisions. Je prends juste un exemple, parce que c'est ce qui passait hier. Hier, on a eu malheureusement l'obligation de fermer vers 11h30 le site. Il y avait les prévisionnistes météo. Ce n'était pas vous, c'était peut-être plutôt Météo France de son côté. Mais ils étaient vraiment heure par heure, demi-heure par demi-heure. On parlait de tornades au large, etc. On voit bien que la météo, c'est une science précise mais relativement inexacte, mais quand même qui a permis de dire, là, il faut fermer parce que la pluie va être trop forte, il y a trop de risques d'orage. Oui, tout à fait. C'est une science en fait très jeune. C'est une science qui évolue en permanence et notamment grâce aux nouveaux moyens de calcul, donc aux superordinateurs, etc., qui font d'énormes progrès. Donc on descend en résolution, on descend en finesse, que ce soit spatialement, on a des précisions, mais on a aussi des précisions temporelles. On peut rafraîchir heure par heure et vraiment gagner en précision. Ceci étant dit, c'est toujours une science incertaine. C'est ce qui en fait son charme, on va dire, en tout cas pour moi. Et voilà. Ok. Autre partie du métier, donc là j'ai pris un exemple sur l'eau qui coule dans les rivières. Donc on a fait de la météorologie. On va utiliser des modèles qui cette fois-ci vont prendre les variables météorologiques pour essayer de déterminer quelle est la quantité dans les cours d'eau. Donc la quantité d'eau dans les cours d'eau, on s'en sert pour ensuite savoir qu'est-ce qu'il va y avoir par exemple dans les barrages qui vont arriver, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme électricité. Et donc on a nos propres modèles qui vont simuler le trajet de la goutte d'eau à travers, depuis qu'elle tombe jusqu'à travers la surface, et pour ensuite combien il va y avoir dans la rivière. J'ai parlé du réseau de mesure, on a 1100 points qui sont collectés toutes les heures. Il faut savoir que comme on collecte des données toutes les heures, on réalise des simulations sur une surface relativement importante qui correspond aux installations EDF, mais on dit qu'on couvre à peu près la moitié de la France. Et on réalise par exemple environ 10 000 simulations toutes les heures et on va jusqu'à 14 jours d'échéance de profondeur pour prévoir ces phénomènes. Voilà. Et puis une dernière information. Donc, on est prévisionniste, donc bon, effectivement, moi je suis d'astreinte, 24-24, bon pas tout le temps, on tourne, mais on a plein d'autres métiers. Donc on fait aussi de la mesure, j'en ai parlé. On fait aussi des activités d'études, donc ça va être études sur le changement climatique, quels sont les impacts du changement climatique sur les sites de production EDF. On a des activités aussi, des activités donc, de prévision, on fait évoluer nos modèles, etc. Donc on est sans cesse en permanence en innovation et en amélioration de nos connaissances. Et vous êtes centre Marseille et Toulouse, c'est ça? Grenoble-Toulouse. Grenoble-Toulouse. Voilà. Merci. Par exemple, quand vous allez au ski et que vous passez à côté de Serponçon l'hiver, vous voyez le barrage est très très bas. En fait, il n'est jamais bas de la même manière parce qu'en fonction des prévisions de cumul de neige, il est vidé, mais pas toujours de la même manière. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en fait, on va venir valoriser au mieux l'eau, donc faire de la gestion de l'eau comme il faut. Et du coup, on a nos propres appareils de mesure qui vont mesurer quelle est la quantité d'eau qu'il y a dans le manteau neigeux. Et donc, en fonction de la neige qui est tombée l'hiver, on arrive à savoir comment on doit vider ou pas nos réservoirs. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Donc, on va parler maintenant de drones. Tout à fait. Il y a des drones qui volent, il y a des drones qui vont sous l'eau. Mais il va nous en parler. Il y a tout type de drones. Donc rapidement, moi je vais me présenter. Donc je m'appelle Louis-Alexandre Tissot. Et donc avant d'être monsieur drone pour EDF, j'ai été sur les bancs de l'école comme vous, j'ai fait un IUT mesure physique à Grenoble, et puis après je suis tombé dans le monde de l'alternance. Donc j'ai fait une licence pro mécanique en alternance, et j'ai continué sur une école d'ingé en génie industriel à Saint-Étienne pour devenir ingénieur. Mon premier métier, ça a été de faire de l'analyse mécanique, notamment suite à ma licence. Donc j'ai pu faire ça 3 ans d'alternance plus 5 ans d'embauche. Et puis 8 ans au total. Et au bout de ces 8 années,
j'ai pu rejoindre l'équipe drone et je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on peut faire en drone à EDF. À EDF, donc notre cœur de métier, nous on produit l'électricité. Par contre, on va avoir un certain nombre d'installations qui vont être plus ou moins importantes, des barrages, des centrales nucléaires, des centrales thermiques comme à Martigues. Et donc tout ça, il va falloir les garder en état. Le béton va vieillir, l'impact environnemental, il faut qu'on le réduise pour qu'on s'efface le plus possible dans un cours d'eau. Et donc tout ça, on va pouvoir faire certains suivis avec des drones. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par drone? Donc comme vous pouvez le voir, le drone, ce n'est pas juste un drone volant qu'on envoie en l'air pour s'amuser ou un truc comme ça. C'est un véritable outil industriel aujourd'hui. Donc ils peuvent être volants comme ça, ils peuvent être aussi maritimes ou sous-marins comme ça, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas ramenés, mais qui vont être roulants, qui vont pouvoir aller sur la terre ou dans des conduites. Un objet volant, un porteur n'est rien si on ne lui associe pas un capteur. Donc deuxième brique sur lesquelles on va pouvoir être amené à travailler, c'est les capteurs. Là, sur ce type de drone, on va pouvoir juste avoir un capteur visible, donc un appareil photo, un appareil vidéo, tout simplement. Avec celui-là, on peut voir à l'avant qu'on retrouve également un capteur visible, mais on va pouvoir lui rajouter par-dessus des caméras acoustiques, des caméras de mesure de turbidité, de mesure de prélèvement d'eau, etc. Donc on va pouvoir associer du thermique, du lidar, du spectral, je ne rentre pas dans le détail. Vu la quantité de données que ça va générer, nos photos, etc., il va falloir pas les traiter à l'œil d'humain, il va falloir qu'on ait des ordinateurs qui nous aident pour traiter ces données de manière automatique. Et ensuite, la capitalisation de les données pour éviter de refaire à chaque fois, de réinventer l'eau chaude. Nos missions, je les présente rapidement, mais en gros, le rôle du centre de compétences drone à EDF, c'est de faire vraiment le pivot, comme dans une équipe de hand, entre nos besoins à EDF, les exploitants de centrales, et ce que peut proposer le marché du drone, tous les exploitants, tous les télépilotes. Et en fonction des deux, on va ajuster l'offre et la demande, globalement. Donc, en fonction d'une offre qui va pouvoir être amenée sur le marché, on va mettre en lien une expérimentation, un test, pour voir si ça peut correspondre ou pas à nos besoins. Ça veut dire qu'on vient vous voir avec des projets en disant j'ai un drone qui peut faire ça, j'ai un drone qui peut aller sous l'eau, machin, et vous étudiez les propositions. Exactement, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est nous qui faisons une offre de développement en disant nous on a vraiment besoin de ce type de drone, développez-le pour nous. En fonction du résultat de ce test, on va tout faire pour que l'utilisation du drone, qui est assez récent dans le monde de l'industrie, puisse se passer le mieux possible. Donc c'est ce qu'on appelle le référentiel industriel. C'est toute la paperasse, globalement, pour que ça se passe au mieux. Et ensuite, là c'est également un troisième rôle qui est récent, c'est que jusqu'à maintenant, on reposait beaucoup sur des pilotes externes, donc sur des entreprises sous-traitantes qui pilotaient pour nous des drones. Aujourd'hui, on commence à se former à être télépilote pour des applications simples, mais donc pour aller vérifier qu'un ancrage va bien, ici il y en a plein. Voilà, ça reste des applications simples, mais voilà, on essaye d'amener à internaliser, donc à ce que EDF devienne télépilote de drone. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui sont télépilotes? Vous-même, par exemple? Alors moi, j'ai passé mon brevet théorique. D'accord. Et aujourd'hui, après, il y a toute pareil, il y a de la paperasse administrative pour vraiment se déclarer en tant que société de télépilote. Aujourd'hui, il y a quelques centrales nucléaires qui ont leur propre télépilote. Il y a quelques unités de production dans l'hydraulique aussi qui le sont. Et nous, on y arrive petit à petit. D'accord. Donc ça, c'est un peu une grille de maturité, savoir si c'est tout à fait utilisable sur votre gauche et ce qui demande un peu plus de développement sur votre droite. Je vais commencer par ce qui demande du développement. Ça va être principalement des développements liés à la réglementation. Aujourd'hui, on n'envoie pas un drone en l'air en claquant des doigts, mais on a toute une procédure à respecter, et notamment pour tout ce qui va être sur des longues linéaires, donc des lignes électriques, des digues, des canaux. Tout ça, ça demande des kilomètres et des kilomètres de surveillance. Aujourd'hui, réglementairement, c'est pas accepté, on va dire. Donc on travaille dessus. On descend d'une petite échelle de maturité, on va avoir les expertises thermiques. Donc là, ça va demander beaucoup de développement.
Cette technologie est mature, donc on peut s'en servir. Aujourd'hui, par exemple, Dalkia s'en sert pour l'amener, faire de la thermographie de ces réseaux de ville pour amener le chauffage Pour avoir donc urbain. la température sans pouvoir la mesurer, mais la température avec des caméras thermiques. C'est ça, oui. Ok, c'est On arrive à voir les déperditions de chaleur et voir où est-ce qu'il faut rajouter du calorifugage ou autre. Et ensuite, voilà, donc après on a tout un tas de drones grimpants, de drones sous-marins comme celui-là. Là aujourd'hui, ça va être beaucoup lié avec du développement, notamment pour contrer le débit. Aujourd'hui, on a des gros bateaux aussi, avec donc des vrais bateaux comme on peut voir dans le port, qui vont être lourds de mise en œuvre, etc. À mettre dans des lacs, etc. C'est pas évident. Par contre, quand c'est en rivière, ces petits drones, ils ont que des petites hélices, et du coup, pour tenir le débit, eh ben, c'est pas très adapté. Donc on s'en sert ça surtout pour les retenues d'eau. Et puis il y a également 2 applications donc, qu'on sert qui sont vraiment très, très matures et qu'on se sert vraiment très, très beaucoup. Ça va être de l'inspection classique, donc ce qu'on appelle vulgairement de l'œil déporté. Donc on envoie un drone comme ça, un peu plus gros. Voilà, là on en a un qui fait, il est dans une boule toute carénée qui fait à peu près 40 cm de diamètre. On l'envoie, il va se cogner un peu de partout. Il est protégé, donc il reste en l'air, il n'y a pas de souci. Et on va aller voir, plutôt que de déployer des échafaudages ou d'envoyer des cordistes en conduite, on va pouvoir bouger notre œil beaucoup plus facilement et en toute sécurité. Mais il va aussi dans des endroits beaucoup plus difficilement accessibles pour l'homme. Alors voilà, c'est ça. On a tendance à dire que cette application, on simplifie beaucoup le travail en réduisant tout ce qui est échafaudage. Et on peut également aller dans des endroits qui étaient inaccessibles à l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut aller dans des conduites de diamètre 60 cm. Et là, avec la boule de 40 cm, eh ben, indirectement, on peut y aller, quoi. Si, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Et du coup, on suit beaucoup mieux le vieillissement de nos centrales ou leur état, quoi. Et ça, j'avais une petite vidéo. Ah bah parfait. Ça va être de l'inspection génie civil. Donc par exemple à Martigues, vous avez les 4 tours de couleurs qui vont être soumis à des aléas climatiques. Et on a des experts en génie civil qui vont venir. Alors jusqu'à il y a quelques années, c'était nos cordistes ou par des gros appareils photo qui venaient voir des points singuliers du béton pour voir dans quel état étaient ces tours. Aujourd'hui, on envoie un drone. Il est juste caché derrière, mais c'est pas grave. On envoie un drone volant comme ça. Il va prendre en photo toute la paroi de notre tour. Et par traitement informatique, qu'on appelle vulgairement de la photogrammétrie, on va remettre en relief toute cette structure et arriver à des précisions comme l'œil qui est vraiment contre la paroi. Donc on arrive à avoir des précisions de l'ordre de 0,3 mm par pixel sur une photo. Donc c'est vraiment des photos très très haute résolution. Toujours en termes de traitement informatique, ça c'est l'avenir. Aujourd'hui, toutes les détections, elles sont manuelles. Donc on a beau avoir une quantité de photos astronomiques, l'expert génie civil n'est plus au bout de sa corde, mais derrière son ordi à voir toute l'intégralité de la structure. Et on essaye d'automatiser au plus possible tous ces traitements pour détecter des fissures, pour détecter d'autres défauts qui sont présents sur nos installations. Et ça d'une manière beaucoup plus automatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par des algorithmes de traitement d'image, par des algorithmes d'intelligence artificielle, du deep learning, on va apprendre notre intelligence à reconnaître de mieux en mieux nos points singuliers du béton. Et ça permet aussi d'une inspection à l'autre de vérifier s'il y a eu des micro-fissures qui sont apparues sur des surfaces qui sont immenses. L'intelligence artificielle permet aussi de les repérer. Exactement. Voilà. Par superposition de deux prises de photos successives, on arrive à voir des changements. Donc ça, c'est vraiment de la R&D. Il y a beaucoup de R&D là-dessus, mais où ça donne des premiers résultats qui sont vraiment très intéressants. C'est bon ? C'est tout bon. Bon, super. C'est super parce que tu es pile dans le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit. Frédéric. Alors Frédéric, l'embêtez pas trop avec vos questions. Il travaille chez
Naval Group, c'est secret défense, donc il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire. Mais il y a plein de choses qu'il peut vous dire aussi. Il va vous raconter la cybersécurité sur les navires qui sont produits pour la défense, donc les bateaux, les porte-avions, etc. N'est-ce pas? Exactement. Alors, je vais déjà me présenter, merci. Exactement. Très rapidement. Donc, Frédéric Paillard, je viens d'arriver chez Naval Group. Je suis là depuis 1 mois et 15 jours exactement, en qualité de responsable de la gouvernance cyber. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Mon parcours, j'ai fait Polytech à Marseille, enfin ce qui est devenu Polytech à Marseille, en qualité de développeur et spécialiste réseau. J'ai fait du développement logiciel pendant quelques années, pendant presque 7-8 ans. Après, petit à petit, je suis monté architecte sur des solutions essentiellement dans le secteur télécom et puis également sur des solutions bancaires pour faire du paiement mobile, pour ceux qui pratiquent le paiement mobile. Et puis, à un moment donné de ma carrière, j'ai évolué pour pouvoir adresser les problèmes de cybersécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Pour être très clair, c'est la sécurité des systèmes d'information. Alors là, vous me direz, je ne suis pas du tout clair. En fait, c'est la sécurité de tout ce qui est informatique, c'est-à-dire les logiciels, les réseaux, les serveurs, les data centers, que l'on trouve dans les entreprises. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, essentiellement chez Gemalto, pour délivrer des solutions pour les opérateurs téléphoniques. Donc l'idée, c'était d'assurer la sécurité des solutions conçues par mon employeur de l'époque pour les vendre aux opérateurs téléphoniques. En parallèle de ça, je donne des cours en cyber depuis peut-être 7 ou 8 ans. Et donc, c'est des cours de ce qu'on appelle de l'ethical hacking. Donc, c'est de faire du hacking, donc attaquer des systèmes de façon éthique, c'est-à-dire comprendre comment les attaquants, donc les personnes malveillantes, essayent de cibler et de compromettre à distance ou localement des systèmes d'information pour pouvoir extraire de l'argent de plein de façons différentes ou simplement faire de l'espionnage industriel ou effacer, détruire des données, etc. C'est une formation qui a lieu où, cette formation? À l'ISEN à Toulon. À Toulon. À Toulon. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je suis en poste à Naval Group. Donc Naval Group, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise française. Même si le nom Naval Group laisse penser à une entreprise étrangère, en fait, c'est une entreprise française qui se veut d'être internationale et qui est une entreprise internationale et dont le métier, c'est de construire des bateaux et des sous-marins. Donc, par exemple, la construction du porte-avions, tu l'évoquais tout à l'heure, la construction de toute la flotte française qui est utilisée par les militaires, par la Marine nationale. Et l'autre point, c'est qu'ils fabriquent donc des bateaux, donc ce qu'on appelle des bateaux de surface. Et le fleuron de Naval Group, c'est la construction de sous-marins, donc soit des sous-marins d'attaque, soit des sous-marins, ce qu'on appelle des sous-marins lanceurs d'engins. Alors, quelle est l'utilité de ces bateaux? Bon, là, il faudrait un militaire pour vous en parler, mais c'est essentiellement pour faire de la défense, c'est-à-dire par exemple pour protéger tout le flux de navires qui viennent de l'Asie avec tous les objets qui finissent chez vous, contre les pirates. C'est aussi de se protéger contre les trafiquants de drogue qui peuvent essayer de traverser la Méditerranée et les autres mers, et puis un certain nombre d'autres missions en fonction des conflits. Voilà. Et ces navires, ils sont sensibles aux attaques cyber? Voilà, exactement. Alors c'est là où je voulais en venir. C'est que quand on construit un navire, alors la partie cyber au sein de Naval Group, c'est 2 choses. La première chose, c'est défendre les capacités opérationnelles de Naval Group contre des risques cyber. Alors pour nous, le risque, c'est par exemple d'imaginer que des pays étrangers ou des concurrents ou des mafias puissent essayer de pénétrer les systèmes d'information de Naval Group. Alors, imaginez bien la complexité. Naval Group, c'est 15 000 personnes, c'est des milliers de serveurs, c'est des milliers de métiers, des centaines et des milliers de métiers. Et en fait, le risque, c'est que des agences extérieures ou des organismes malveillants puissent essayer de compromettre ces systèmes pour nuire à la production des navires ou pour essayer d'aller voler les secrets pour pouvoir essayer de eux-mêmes
construire leur propre navire. On peut penser, je ne vais pas citer d'État, ça ne serait pas très éthique. L'autre point, c'est que ces bateaux, ils sont produits, ils sont livrés à des militaires, et donc on a un énorme risque de cybersécurité pour les militaires, le risque étant qu'un bateau ou un navire en mission, un peu comme une centrale nucléaire ou une centrale de production d'électricité, puisse se faire compromettre en cours de mission et que donc le navire ne puisse plus opérer. Donc le métier de naval... J'ai une petite vidéo, mais le métier de naval, c'est d'assurer la défense des bateaux. Donc on a plusieurs métiers en cyber. Le premier, c'est des gens dont la spécialité, ça va être de trouver et d'imaginer ce que vont pouvoir faire les attaquants et de se dire, ces attaquants, ils vont pouvoir, par exemple, laisser des clés USB traîner sur un parking, ou ils peuvent essayer de pénétrer les réseaux des systèmes d'information, où ils peuvent essayer de compromettre un sous-traitant, c'est assez courant, où on va essayer d'imaginer tous ces scénarios, et puis nous, on va essayer, c'est un peu comme pour la météo, on va essayer de faire de la prévision des attaques possibles, et en fonction de ces scénarios redoutés, de mettre en œuvre de la sécurité, des éléments de protection, soit au sein de l'infrastructure des réseaux de Naval Group, des systèmes de Naval Group, soit embarqués sur les bateaux. Et le deuxième métier, qui est celui souvent qu'on entend le plus, qui fait le plus rêver la presse, c'est qu'on a des gens dont l'expertise, c'est d'essayer d'attaquer nos systèmes, de tester nos systèmes pour voir si jamais, finalement, ces systèmes sont capables de détecter les attaques et sont capables de se prévenir contre des attaques. Donc on a au sein de Naval Group, entre autres, une équipe, enfin plusieurs équipes, dont le métier, c'est d'attaquer nos systèmes. Ils sont payés par Naval Group, c'est un salarié de Naval Group. Et le but, c'est d'éprouver ces systèmes pour voir si jamais, en se faisant passer pour des agents malveillants, ils arrivent à des fins et à nuire, soit dans la capacité de production de navires, de systèmes, ou soit en empêchant le bateau d'effectuer sa mission. Alors, tu me disais, on le voit là, on peut avoir des attaques de l'extérieur, mais tu peux avoir, enfin, j'imagine que les marins ont un mobile, et donc on peut avoir des attaques qui proviennent, enfin même malencontreuses, qui proviennent directement des appareils électroniques. Tu me parlais de même un branchement de chargeur de cigarettes électroniques qui peut être un outil d'attaque. Exactement. En fait, dans les menaces potentielles qu'il faut imaginer, c'est qu'un bateau ou un sous-marin, c'est pas un élément vide. Il est occupé par des humains. Ces humains, ils sont comme vous. Ils ont des tablettes, ils ont des smartphones, ils ont une vie à bord en dehors de leurs activités professionnelles. Et effectivement, dans les scénarios de menace, c'est imaginer que, par exemple, une agence d'espionnage s'arrange pour changer une cigarette électronique ou un téléphone appartenant à un marin qui puisse contenir un malware et de se dire, tiens, à un moment donné, peut-être que le marin, de manière malencontreuse, voudra recharger sa cigarette électronique en le branchant sur ce qu'il a, c'est-à-dire une clé USB à bord, et puis ce faisant, puisse compromettre le bateau. Donc en fait, ça, c'est un scénario parmi des milliers possibles. Donc on essaye des fois d'avoir des esprits, on regarde James Bond pour faire grossier, et puis on essaye d'imaginer tous ces scénarios, et puis nous, à chaque fois, de répondre à ce scénario en imaginant des systèmes de défense. Et puis après, on va tester nos systèmes de défense, comme je vous l'ai dit, avec des équipes dédiées qui ont un esprit hacker. Alors, en France, on n'en parlera pas, mais est-ce qu'il y a des exemples ailleurs d'histoires que vous racontez entre vous qui sont arrivées à des navires, on va dire pas les nôtres sont bien défendus, mais dans d'autres pays où il y a eu des histoires? Alors par exemple, il y a des gros groupes, on peut parler du groupe Maersk, qui est l'équivalent à peu près, un compétiteur de la CMA-CGM, qui a, alors là c'est public, c'est dans la presse, donc je peux vous expliquer ça, qui s'est fait compromettre une bonne partie de son système d'information. Et puis, l'impact pour le groupe dans son ensemble a été assez monumental, puisqu'en fait, les salariés de Maersk, les collaborateurs de Maersk ne pouvaient plus travailler. Et le coût estimé, donc l'attaque a eu lieu il y a 2 ans, c'est 300 millions d'euros pour le groupe. Donc vous imaginez les sommes, c'est colossal. 300 millions d'euros de pertes sèches liées à la compromission du système d'information par un malware lambda, le même qui aurait pu compromettre vos PC à la maison.
Donc on a ce problème-là aujourd'hui dans l'informatique de manière générale, c'est qu'on a des risques qui sont les mêmes risques que ceux que vous avez à la maison. Des gens peuvent arriver avec un virus et ce virus ou ce ver peut compromettre tout un système, se répandre dans tout un système d'information et puis le détruire, le mettre à genoux. Il y a beaucoup d'exemples. En France, on a eu Saint-Gobain, on a eu Renault, il y a eu FedEx, des entreprises qui se sont fait poney comme ça. Il y en a eu des centaines. Poney, ça veut dire, c'est vulgairement, ça veut dire ce qu'on appelle pirater ou hacker. Et puis, en fait, l'impact financier est énorme. L'impact aussi pour les collaborateurs, le risque de se retrouver au chômage, simplement, plus pouvoir travailler. En France, on a des dizaines, voire peut-être même des centaines de PME qui, tous les ans, sont mis en souffrance parce qu'elles se font compromettre. Le système informatique est mis à genoux. La société n'arrive pas à se redresser, n'arrive pas à restaurer leur système et les sociétés coulent. Et c'est un truc qui pourrait arriver, par exemple, à des filiales, pas des filiales, mais des sous-traitants de Naval. Donc c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a une question brillante, j'imagine? Personne? Ah, vas-y. Oui. Non, mais j'aime pas parler au micro. Non, mais c'est bon. Pour le prévisionniste, je sais pas qui. Oui, le prévisionniste. Eh ben, j'ai une question. Des fois, la météo, elle dit pas trop la vérité. Donc, le jour où vous dites qu'il pleut alors qu'il pleut pas, ils font comment les autres? C'est qui? C'est-à-dire, non, en fait, ce qui se passe en météo, c'est que, par exemple, pour les enjeux, en fait, on communique toujours nos incertitudes. C'est-à-dire que nous, on ne va pas communiquer qu'un seul scénario, mais on va t'en communiquer 50. On va te dire, il y a 90% de chances qu'il ne pleuve pas. Si tu vas juste à l'école, tu ne vas pas prendre ton parapluie. Par contre, si tu as vraiment une activité dehors à faire, tu prendras un parapluie. Donc tu t'adapteras en fonction de ces incertitudes. C'est-à-dire que nous, c'est le cas, par exemple, dans les barrages. On dit il y a 95% de chances qu'il ne va pas y avoir de crue qui va arriver. Si on envoie des plongeurs dans le barrage, on ne prend pas le risque. D'accord ? On ne va pas mettre des gens dans la rivière ou des choses comme ça. Parce qu'il y a 5% de risque. Parce qu'il y a 5% de chance. Si par contre, c'est du matériel qu'on sait qu'on peut évacuer dans 1 heure ou des choses comme ça ou qui coûte peu cher. Ou un drone, par exemple, on peut y aller, c'est pas grave. Un petit drone de mon collègue, à ce moment-là, on peut prendre le risque. Donc en fait, la météo s'adapte à tes besoins. Et c'est comme ça qu'en fait, on l'a traduit pour tout le parc EDF. Et il n'y aura jamais 100% de certitude? Ah non, ça n'existera pas, non. D'accord. Désolé. En fait, pour pouvoir avoir 100% de certitude, il faudrait pouvoir mesurer la surface de la Terre et les 10 km d'altitude, point par point. C'est impossible. D'accord, merci. Merci en tout cas, bravo. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too.